Bonjour à toutes et tous. Alors, 2 chiffres. Le premier, c'est 80% des principes actifs sont aujourd'hui produits à l'étranger, essentiellement en Asie, selon l'Agence européenne du médicament. Donc ça, c'est un constat de vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement qui est partagé par l'ensemble des acteurs et qui a largement amplifié la crise du Covid-19. Deuxième chiffre, la France est passée de premier fabricant de médicaments d'Europe à la 4e place en 10 ans. Donc une situation du tissu industriel français qui pose question. Donc 2 constats, 2 enseignements qui mettent en exergue notre dépendance sanitaire aux pays hors de l'Union européenne. Donc que ce soit sur l'approvisionnement en principes actifs que sur la production. Avec un risque identifié de tension ou de rupture d'approvisionnement pour des médicaments qui sont des médicaments que l'on appelle matures, c'est-à-dire des médicaments qui sont essentiels à votre vie quotidienne, qui vous accompagnent tous les jours. Cette situation, vous me direz, elle n'est pas nouvelle. On sait tous que l'Académie de pharmacie s'est penchée sur la question il y a plus d'une dizaine d'années et en disant que finalement ces ruptures d'approvisionnement résultaient d'un effet ciseau, à savoir qu'on a une augmentation régulière des réglementations des coûts de production et des coûts de matières premières qui sont associés à une baisse régulière des prix de vente. Donc on se heurte aujourd'hui à une réalité économique qui est une réalité économique des effets de la politique de baisse de prix sur les médicaments. Alors vous me direz qu'il peut se comprendre d'un point de vue de la soutenabilité des dépenses publiques, elle a sa logique, mais finalement cette logique très comptable de baisse de prix a été un des déterminants structurels de la délocalisation de la production de médicaments et de principes actifs. Alors aujourd'hui, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que cette prise de conscience collective sur les 2 constats de vulnérabilité a fait émerger une véritable politique très volontariste industrielle du médicament qui poursuit un objectif qui est de garantir une sécurité et une autonomie sanitaire durable. Donc la question, c'est comment on fait pour renforcer la souveraineté sanitaire, et elle passe notamment par une relocalisation de la production de principes actifs. Et vous savez que le gouvernement souhaite vraiment intensifier, accélérer ses efforts de relocalisation afin de mieux prévenir les problèmes d'approvisionnement. Et donc aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est partager avec vous un exemple illustrant, qui est l'exemple d'UPSA, donc la société que je représente aujourd'hui, et qui travaille justement sur la relocalisation du principe actif du paracétamol en France. C'est en 2008 que Rhodia avait fermé la dernière usine de production de paracétamol. Elle produisait 8000 tonnes de paracétamol qui étaient nécessaires pour la production de médicaments destinés au marché français. Et les causes de cette fermeture en 2008, c'était la très forte concurrence chinoise et indienne qui vendaient évidemment le paracétamol 2 fois moins cher sur le marché. Donc après 13 ans, après la crise du Covid qui a révélé ces vulnérabilités, mais qui a également montré que voilà, on avait besoin de paracétamol, on pensait que c'était quelque chose d'acquis, eh bien il y a un projet qui a été lancé par le président de la République qui est la relocalisation de la production de ce principe actif donc en France. Et UPSA est un contributeur clé de ce projet. Alors, UPSA, vous connaissez certainement, nous, on n'a jamais connu de pénurie et pendant la crise Covid, nous avons été en capacité de fournir le marché. On a toujours assuré cette continuité d'accès à nos médicaments aux patients. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on fabrique 100% de nos médicaments en France. On produit 300 millions de boîtes de paracétamol par an en France. On est le plus gros site de production de médicaments en France. Parce qu'on est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, on a une agilité, une adaptation rapide, des cycles de production qui peuvent être modifiés pour répondre à la demande. Et puis on avait aussi tablé sur la diversification de nos matières premières. Donc bien évidemment, on ne s'approvisionnait pas en France, puisque comme je vous l'ai dit, il n'y avait plus d'approvisionnement possible, mais on avait diversifié en renonçant à l'Asie et en se concentrant essentiellement sur les États-Unis.
Toutefois, on a affiché une détermination sans faille pour participer à ce projet de relocalisation. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi finalement UPSA s'est engagé dans ce projet de relocalisation ? Chez UPSA, on défend un modèle d'entreprise qui est socialement et écologiquement responsable. On a une conviction profonde qui est que la durabilité, c'est un cercle vertueux qui va conduire à la croissance. Et donc, comme je vous l'ai dit, on fabrique 100% de nos médicaments en France. Donc, finalement, c'est dans notre ADN. Depuis 1935, depuis 90 ans, on est à Agen. Et on a 1500 collaborateurs qui travaillent et qui produisent nos médicaments. Donc, l'idée, c'était de dire, eh bien, dans cette logique, on va remonter d'un cran dans la chaîne de valeur. Et donc, on va participer à ce projet de relocalisation. Également, en participant à un projet de relocalisation, c'est également se mobiliser pour la cohésion des territoires. Et quand je parle de cohésion des territoires, c'est notre responsabilité en tant qu'entreprise pharmaceutique de dire aussi on va développer l'emploi. Et enfin, dernier point, je vous parlais de durabilité, parce que la durabilité, c'est un point essentiel. On voulait mettre en place une production de principes actifs qui soit respectueuse de l'environnement et qui soit innovante dans sa voie de synthèse. Donc on s'est lancé dans ce projet ambitieux, qui est porté par le gouvernement, porté par le président de la République, avec donc le chimiste Séquence, et on a investi pour mettre en place cette chaîne de production à Roussillon, en Isère, sur la plateforme de Séquence. Et on s'est également engagé sur des volumes, bien évidemment, à se sourcer exclusivement en paracétamol français jusqu'en 2029. Le premier paracétamol tricolore verra le jour en 2026. Donc vous voyez que quand on parle souveraineté sanitaire, quand on parle relocalisation, c'est un temps long. Donc il faut être patient, parce que le projet, on l'a lancé depuis 2020. Troisième point, relocaliser, faire ses meilleurs efforts pour justement être partie prenante de la souveraineté sanitaire et la reconquête industrielle, c'est bien. Mais au fond, relocaliser, ça a un coût, et maintenir des sites de production en France, ça a un coût. Et donc, derrière cette question de la souveraineté sanitaire, il y a une question de viabilité économique. Et donc, ce que l'on porte aujourd'hui, c'est de dire que la valorisation de se fabriquer en France, par un sourcing uniquement français et par une production française, eh bien, cette valorisation, elle doit se faire à travers différents canaux, et notamment la politique de prix du médicament, mais également la politique fiscale. Politique de prix, je vous rappelle juste une étude que vous avez certainement vue passer, qui est l'étude du LEM, qui a été publiée la semaine dernière, du cabinet SKP, et qui montre que sur les médicaments essentiels, donc là je parle des médicaments qui ont une certaine criticité d'un point de vue thérapeutique et d'un point de vue industriel, eh bien, les prix sont globalement plus bas que ceux du reste du marché. 56% de ces médicaments ont un prix public qui est inférieur à 1 euro. Je vous prends le cas du paracétamol, je vous prends le cas d'une boîte de Dafalgan 8 grammes. Vous avez un prix fabricant hors taxe qui est de 76 centimes, fixé par les autorités. Donc, vous voyez, c'est même moins qu'une baguette de pain pour une production 100% française. Deuxième enseignement de cette étude, c'est que les prix fabricants hors taxe, qui sont en France sur ces molécules essentielles, sont en moyenne 15% à 30% plus bas en France que dans les autres pays européens. Donc quand vous benchmarkez sur les autres pays que sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie, vous voyez qu'on est moins 10 ans. Alors ces chiffres, ils traduisent quoi ? Que forcément, il y a une responsabilité qui est forte de la politique de prix dans la souveraineté sanitaire. Donc, bien évidemment, la France peut porter le choix sur la réduction de la dépense publique sur le médicament, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il est important de changer de paradigme. Donc, il est temps d'embrasser une autre vision, parce qu'on ne peut pas rester sur des vieux schémas de pensée, on ne peut pas rester sur des règles qui sont appliquées depuis plus de 25-30 ans en termes de politique de régulation du médicament. Donc la proposition, c'est
changeons complètement la façon de raisonner. Et ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand vous donnez un prix sur un médicament, vous regardez quoi? L'ancienneté de ce médicament. On voit bien que ça produit ses limites, puisque tout ce que je viens d'expliquer, c'est qu'on baisse au fur et à mesure le prix et que finalement, c'est un pouce au crime, à la délocalisation. Donc il faut renoncer à ce critère de l'ancienneté. Et la proposition, c'est de dire, mais essayons d'intégrer dans cette tarification du médicament de nouveaux critères, et notamment un critère qui est l'empreinte territoriale et un critère qui est la durabilité. Pourquoi l'empreinte territoriale? Et c'est d'ailleurs un critère qui a été proposé dans une loi de financement de la sécurité sociale en 2022, qui a été votée par le Parlement, mais sur lequel nous n'avons toujours pas de doctrine sur les produits matures qui sont produits depuis de longues années en France. L'empreinte territoriale, ce que je sous-entends derrière ça, c'est que quand vous êtes sur un territoire, le fait d'avoir une usine, d'avoir un outil de production, eh bien, a un bénéfice énorme pour le territoire, et il y a ce qu'on appelle des externalités positives. Les externalités positives, c'est le soutien des emplois sur le territoire. Chez UPSA, par exemple, on a 1500 collaborateurs basés dans le Lot-et-Garonne, mais on génère 3500 emplois indirects, donc 5000 emplois soutenus sur un territoire. C'est également une stimulation. Quand une entreprise est sur un territoire, elle va stimuler localement, finalement, eh bien, la croissance locale avec des fournisseurs qui seront forcément des fournisseurs régionaux. Il y a également une fiscalité locale qui est apportée évidemment aux agglomérations. On soutient évidemment le système associatif, et puis il y a la question du développement durable, c'est-à-dire que quand une entreprise est sur un territoire, elle va investir sur la durabilité pour améliorer son empreinte environnementale, donc empreinte environnementale de son activité industrielle, mais également empreinte environnementale pour ses produits en tant que tels. Donc l'idée, c'est de dire que la tarification devrait prendre en compte cette empreinte territoriale et ses externalités positives. On change de paradigme. Deuxième point, c'est la politique fiscale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des outils fiscaux qui sont des taxes qui sont sectorielles, générales, qui sont extrêmement nombreuses. Sur un chiffre d'affaires France, par exemple, comme UPSA, eh bien, vous prenez 10% de taxes. Donc vous voyez quand même que ça pèse très très lourd et qui fait que c'est difficile d'être une entreprise rentable quand on est si lourdement taxé. Et notamment avec une clause que vous connaissez tous, qui est la clause de sauvegarde, et qui pénalise fortement des entreprises qui produisent des produits matures. Donc là aussi, la proposition, c'est de dire, regardons les choses différemment, introduisant dans tous ces mécanismes la question de cette empreinte territoriale, de la production locale, pour introduire un peu plus d'équité, finalement, et de justice au niveau de tous ces impôts et taxes. Donc, vous voyez qu'à la question, la souveraineté sanitaire, une démarche responsable possible. La souveraineté sanitaire, c'est une responsabilité envers les populations, très clairement. Les acteurs publics comme les acteurs industriels ont une véritable responsabilité de protéger la population, leur santé, leur bien-être, et de faire également de la recherche et développement pour faire avancer la science. La souveraineté sanitaire, c'est aussi une responsabilité, je dirais, environnementale, et c'est pour ça que j'insiste et que je rajouterai à souveraineté sanitaire le qualificatif de durable. Il nous faut aujourd'hui une souveraineté sanitaire durable. Et puis enfin, c'est aussi une responsabilité économique, parce que la souveraineté sanitaire, eh bien, elle permet aussi, elle contribue finalement à la croissance économique à long terme. Elle permet des investissements et elle permet du coup de participer à la richesse nationale. Donc, la souveraineté sanitaire, c'est évidemment un cap vraiment ambitieux, mais qui peut être réalisé, et je crois que nous sommes une preuve très illustrante de ce que l'on peut faire en termes de relocalisation. On peut s'appuyer sur les atouts de la France, mais aujourd'hui, ça nécessite un changement d'approche, un pas de côté dans la politique publique de régulation du médicament. Merci.